On va parler aujourd'hui de Microsoft, Azure, SharePoint, Office 365 et surtout des petites techniques de développement et la facilité que ça va nous apporter pour déployer des solutions autour de ces produits. Alors je commence d'abord par me présenter, Thibaut Mollet, je travaille dans la société Coaxis, qui est une société normande sur Mont-Saint-Aignan. Donc on est un peu les locaux de l'étape. Donc très rapidement, voilà quelques chiffres. Je ne vous embête pas plus avec ça. Donc notre sujet, c'est un petit peu de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, grâce au cloud, et alors en l'occurrence par Microsoft, mais évidemment on pourrait transposer ça sous d'autres technologies, ça fonctionne aussi. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, développeurs, pour faciliter la mise en œuvre de solutions qui sont censées répondre à un besoin métier. Donc on va partir sur un cas d'usage classique que je vais vous énoncer juste après. L'objectif, c'est voilà, de minimiser les temps d'infrastructure, d'architecture, etc., etc. Et puis aussi, si possible, d'optimiser tout ce qui est déploiement, aussi bien en test que, pourquoi pas, aller jusqu'en prod. Alors, comme je le disais, on va se baser sur l'écosystème Microsoft. On pourrait remplacer certains composants par du Amazon, du Google, c'est le même principe. Je vais vous faire des démos. On va essayer de ne pas avoir de blue screen. On va voir. On travaille sans filet. Alors, les technos qui vont être mises en œuvre dans cette petite démonstration. Office 365, Azure et des outils de développement, Visual Studio, etc. Alors, Office 365, on ne va pas s'intéresser à l'ensemble de l'offre, hein, ce n'est pas une session sur Office 365. On va utiliser essentiellement le composant SharePoint. Alors, petite question, qui connaît SharePoint? Qui utilise SharePoint? Qui a déjà développé sur SharePoint? Bon, d'accord. Donc voilà. Donc, je vous ferai peut-être une petite présentation très rapide. En tout cas, on va utiliser les composants SharePoint vraiment collaboration sociale donc, et gestion de documentaire, mais voilà, de façon très simple. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous démontrer, de faire de la pub pour les produits Microsoft. Ensuite, pour la partie développement, on va s'appuyer sur des ressources Azure. Alors, il y en a énormément. Nous, on va s'intéresser à deux en particulier. App Services, qui va nous permettre d'héberger notre application web. Et puis, en l'occurrence, un service Cosmos DB. Ça a changé de nom récemment, pour ceux qui suivent un petit peu. Ça s'appelait DocumentDB avant. Ça continue à s'appeler DocumentDB, mais Cosmos DB encapsule plusieurs fonctionnalités. Bref. C'est de la base de données NoSQL. Qui a déjà fait du NoSQL? D'accord. Et donc les outils, donc Visual Studio et Cosmos DB Emulator, qui va nous permettre de travailler sur notre poste de travail. Alors, très rapidement, SharePoint, qu'est-ce que c'est? Je vous ferai la démo après, là c'est juste histoire de se mettre un petit peu en condition. Donc c'est un outil qui va nous permettre de stocker des documents, d'interagir entre collaborateurs par des biais de discussion, des choses comme ça. Il y a du workflow, il y a du CMS, enfin il y a plein de briques, différentes briques. Nous, on va vraiment s'intéresser, là, dans notre cas d'usage, uniquement aux parties gestion documentaire et création de site. Donc oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc notre cas d'usage, le principe, c'est, on va partir d'un besoin assez simple. On a un besoin de gérer un lot de clients. Voilà, je suis une entreprise et j'ai besoin de gérer des clients. Je veux stocker des ressources par rapport à mes clients, des métadonnées, des documents, des factures, j'en sais rien, des différentes choses. Pour ça, on se dit, on va soit faire un développement complètement full custom, soit utiliser, pourquoi pas SharePoint comme base pour gérer ces informations-là. Donc dans SharePoint, vous allez pouvoir stocker des documents, créer par exemple des sites par client, enfin il y a plusieurs façons de faire, etc. Et créer des différents types de documents, tout ça. On a du standard, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui en ont déjà fait, on se rend compte qu'on est rapidement limité sur certaines parties. Comment automatiser des choses. Si vous gérez 2-3 clients, c'est très bien, vous allez pouvoir faire ça à la main. Si vous voulez gérer 100, 200, 500 clients, ça va commencer à être pénible. Donc on va vouloir faire des choses, automatiser un petit peu tout ça. Donc on verra comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça.
Pour tout ce qui est développement spécifique, donc je disais, on va s'appuyer sur Azure. Donc dans Azure, donc ça c'est une petite capture hein, du portail Azure. On a un certain nombre de services, hein, les présentations précédentes vous en ont présenté d'autres également. Comme je le disais, nous on va s'appuyer essentiellement sur la partie hébergement d'applications et la partie fourniture de services NoSQL à travers DocumentDB. Alors, l'architecture qu'on va mettre en place, comme je le disais, s'appuie sur ces deux composants. Par rapport aux besoins que j'ai exprimés tout à l'heure, on va partir du principe qu'on va créer donc, une collection de sites dans notre univers SharePoint. Vous allez voir après comment ça fonctionne. Et on va créer un sous-site par client. Pour l'instant, ça va. Après, sur la méthodologie pour la création de ces sites, on aurait pu partir, comme on aurait fait traditionnellement dans des solutions type ferme, les solutions SharePoint sur les serveurs en interne, etc., sur des développements vraiment spécifiques. Visual Studio, je développe ce qu'on appelle des solutions dans SharePoint que je déploie sur mes serveurs et ensuite je crée une interface utilisateur qui me permet de créer des choses, d'automatiser, etc. C'était très bien avant. Sauf que ça, c'était avant. Maintenant, avec le cloud, alors déjà, si on est sur SharePoint Online, on oublie parce qu'on n'a pas accès au serveur, donc on ne peut pas déployer ce genre de solution. Et en plus, ça, c'est des solutions qui ont un impact fort sur l'architecture, qui vont nécessiter des ruptures de service quand on va vouloir faire des mises à jour, ce genre de choses, et qui vont nous bloquer. Donc, et c'est ce vers quoi Microsoft nous encourage à aller, on va mettre en place des nouvelles pratiques, et donc, en l'occurrence, du remote provisioning qui nous permet de déployer à distance des éléments SharePoint grâce à des développements, mais comme si on faisait ça à travers des clics à la souris directement sur les sites. L'objectif, c'est de ne plus avoir d'adhérence sur les développements et sur ce qu'on va voir publié comme modèle de site ou des choses comme ça, pour les évolutions de notre solution, mais vraiment de faire comme si on était sur du full standard et de se dire, bah, à partir de là, quand j'aurai des évolutions à faire, etc., ça sera beaucoup plus facile parce qu'on sera sur des choses vraiment standards. Pour faire ça, on va s'appuyer sur un complément, donc add-in. Pareil, pour ceux qui suivent un peu la culture SharePoint, ça s'appelait il n'y a pas longtemps les apps, ça a changé de nom. Maintenant, c'est add-in ou complément en français. Dans cet add-in, on verra qu'on va mettre on va s'appuyer sur plusieurs différents éléments. Un composant d'administration qui va nous permettre de créer nos sites et éventuellement des web parts qui vont nous permettre d'agrémenter les sites standards SharePoint de customisation complètement développée. De l'autre côté, de l'Azure, comme je le disais, donc à travers un service d'hébergement web sur lequel on va retrouver nos développements spécifiques pour notre site d'administration et nos web parts, et du DocumentDB, une collection pour le stockage de nos informations sur nos fameux clients. Je vous propose une petite démo. Alors. Ah. Non, c'est une blague, pardon. Je passe directement. Vous m'excusez, 30 secondes, je vais changer de mode d'affichage, ça va être beaucoup plus pratique. C'est tronqué, bien sûr. C'est bon pour vous? Ouais, c'est encore petit peut-être. Alors, on va d'abord aller s'intéresser à... Ça, c'est le résultat. Je vais le fermer, pardon. On va d'abord s'intéresser à l'organisation de tout ce dont on a besoin pour que ça fonctionne. Donc, je vous ai parlé d'Azure. Donc là, je suis... vous voulez peut-être que je zoome? Non, ou je vais changer la résolution? C'est un peu chaud, là?
Je vais pas mettre du 800 par 600 quand même, ça va être un peu... alors on va jouer avec ça sinon. C'est mieux? Oui. Ça va les enfants? Alors, il est parti où? Ah ouais, c'est ça. Alors, donc on va voir les différents composants dont on a besoin pour mettre tout ça en œuvre. D'abord, on va s'intéresser à notre portail Azure. Donc évidemment, les prérequis par rapport à tout ça, c'est d'avoir un compte Azure, c'est d'avoir un compte Office 365. Si vous êtes développeur, voilà, imaginons vous voulez, enfin voilà, vous êtes sur ces pratiques-là, vous voulez vous initier à ça chez vous, etc. Ça va être les prérequis hein, pour fonctionner. Grosso modo, c'est à peu près tout. Visual Studio, vous avez la version Community qui est gratuite, qui va pouvoir faire exactement ce qu'on va faire ici. Il n'y a pas besoin d'acheter Visual Studio ou des choses comme ça. Par contre, on va consommer un peu de service Azure, donc ça va évidemment avoir un petit coût. Et puis, il faudra une licence Office 365, ou à minima, dans notre exemple, SharePoint Online, mais voilà, pour pouvoir faire tout ça. Alors, pourquoi... bon, non, ça, on va le garder pour plus tard. Alors, sur le portail Azure, je vais pouvoir aller créer différentes ressources, les associer dans des groupes de ressources. Ça va juste me permettre d'organiser de façon logique hein, mes éléments Azure. Donc, j'ai été gentil pour vous éviter d'attendre. J'ai déjà créé les éléments nécessaires. Alors, enfin, j'en ai créé un en l'occurrence qui est mon application web. Alors, faites pas attention à tout ça. C'est notre fameux codeur ici. Vous voyez, moi j'ai un plan gratuit. Pour créer ce service applicatif codeur, rien de plus simple. Vous allez sur New. Excusez-les. Vous allez sur... donc là, on va avoir une liste de tous les éléments qu'on peut faire sur Azure. Donc, IE, etc. Et on va aller chercher notre service. Alors, en l'occurrence, moi, c'est Web App. Ici. Et grosso modo, on va renseigner un certain nombre d'informations. Le fameux ressource group. Donc, je peux utiliser le ressource group qui existe déjà. Voilà, codeur, etc. J'entre un nom pour mon application. Il va tester, pardon, si elle existe. Toto n'est pas disponible. Bon, bref. Vous choisissez si c'est du Windows ou du Linux, hein, derrière, pour le service. Et le plan donc, dont vous avez besoin. Donc c'est là que vous allez avoir besoin de mettre un petit peu de sous. Mais bon, voilà, on choisit le plan sur lequel on va associer... Alors, sur la partie hébergement d'application, il y a un plan gratuit. Donc on peut l'utiliser. Oui, on va l'utiliser. Alors là, je ne vais pas faire OK parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, vous avez juste ça à faire. C'est pour vous montrer. Hein. Vous avez juste ça à faire pour provisionner un service d'hébergement d'application web. Vous attendez 30 secondes, à peu près. Hein, et après, vous avez votre service applicatif qui est disponible. Bon, je ne sais pas si tout le monde connaissait déjà, hein, mais en tout cas, voilà. C'est pour montrer la simplicité. Pour la partie data, donc moi, je suis parti sur du NoSQL à travers Cosmos DB, mais on pourrait faire ça avec n'importe quel autre service. Alors, il faut juste que je retrouve où ça se trouve. Et si vous êtes comme moi, oui, pardon, c'était là. Donc, on a du SQL, évidemment, Hadoop, etc., etc. Et on a notre Azure Cosmos DB ici. Si vous cherchez un peu comme moi tout à l'heure, vous avez aussi un champ pour rechercher rapidement, évidemment. Donc, de la même façon, on va pouvoir créer... Alors, est-ce que ça marche? Ouais, c'est disponible. Notre service base de données. On va pouvoir choisir le mode d'application. Donc, alors, vous pouvez faire du MongoDB. Alors, SQL, c'est ce qui correspond à MongoDB. Hein. Vous avez des services de table simples. Gremlin, qui connaît? C'est des principes de graphe. Merci. C'est des principes de graphe. Donc, de base de données en graphe. Bref, nous, on va faire du NoSQL aujourd'hui.
Pareil, vous avez besoin d'un abonnement. Donc bon, voilà, nous on a un abonnement partenaire, mais il faut créer son abonnement. On range ça dans un groupe de ressources. Ça, c'est juste pour être propre. On choisit où vont être hébergées nos données, quels sont les serveurs qui vont être utilisés. Alors après, éventuellement, en fonction des plans, on a accès à des éléments de redondance géographique, etc. C'est toute la richesse du cloud, hein. C'est que vous allez pouvoir, notamment en production évidemment, mettre en place de la duplication de données, etc., etc. Et on appuie sur Create. On va voir combien de temps ça prend. On va laisser tourner. Bref. Donc vous voyez, j'ai besoin, côté Azure, pour organiser ce dont j'ai besoin. Et là, je parle de ce qui peut être ma production, hein. Enfin, voilà. Alors après, on peut faire des choses plus complexes, mais c'est pas pour mon environnement de développement, c'est vraiment pour là où je vais publier ce que je vais réaliser. Donc je vais essayer de tourner ça. À côté de ça, je disais, vous allez avoir besoin aussi d'un service SharePoint Online, en l'occurrence. Donc ça va se faire sur l'Office 365. On a un abonnement ici, dans lequel on va pouvoir... Donc, quand vous créez votre compte Office 365, hein, on a un portail, vous pouvez faire une version d'évaluation, hein, de toute façon au départ. Vous allez sur le portail, vous créez votre compte d'évaluation, et ensuite vous choisissez le mode de licensing, quelle licence vous voulez, en fonction du nombre d'outils. Est-ce que vous voulez des boîtes mail, est-ce que vous voulez tous les services, ou est-ce que vous voulez simplement du SharePoint, voilà. Enfin, voilà. Il y a des plans associés, adaptés à chaque besoin. Donc nous, par rapport à nos besoins, on pourrait prendre du SharePoint Online plan 1, ça vaut 4 € par mois à peu près, et ça suffirait largement, par utilisateur, interne. Donc après, j'ai ma console ici, Office 365, je vais passer dessus, c'est de l'AD Active Directory Azure derrière. Pour ceux qui étaient à la conférence d'avant, vous voyez, on en a déjà parlé. Et donc ici, je vais aller directement sur la partie administration SharePoint, sur laquelle, alors ceux qui ont déjà fait du SharePoint, mais côté serveur, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments, mais c'est évidemment pas la même chose, on n'a pas le même niveau de contrôle. On est dans le monde cloud, donc j'ai pas du tout de contrôle sur ce qui se passe au niveau des serveurs, etc. Je vais juste m'intéresser au service et à créer de la valeur sur mes services. Donc ici, je peux créer, et je l'ai fait déjà aussi, pour gagner du temps, ce qu'on appelle des collections de sites. Donc la collection de sites, c'est le point d'entrée numéro 1 pour, comment dire, c'est l'unité logique numéro 1 dans l'univers SharePoint. C'est voilà, ce qu'on va remettre à disposition des utilisateurs. La collection de sites contient un site de premier niveau qui va nous permettre après de gérer des ressources et des informations dans ce site. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je suis passé rapidement, mais j'ai créé deux collections de sites différentes, une codeur et une codeur dev. Donc, la spécificité de la codeur dev, c'est que c'est un site qui va s'appuyer sur un modèle qui s'appelle site du développeur, c'est vachement bien fait, et c'est fait pour nous, pour se brancher avec Visual Studio, pour faire du déploiement automatisé d'applications, pour tout ce qui est debug d'applications SharePoint. Ok ? Mon autre application, enfin mon autre collection de sites, pardon, codeur, elle me servira pour mon déploiement en prod. Alors, pardon, j'allais sur la page. Donc là, je suis sur ma collection de sites et donc mon site de premier niveau codeur dev. Donc c'est un site du développeur classique. Donc c'est le template standard, hein, SharePoint, avec quelques éléments ici. Vous voyez que j'ai déjà déployé quelque chose. À partir de là, moi j'ai tout ce qu'il me faut pour créer une application SharePoint, la déployer, utiliser un site web pour héberger mes développements spécifiques et une base de données pour héberger mes données spécifiques que j'aurais pu stocker dans des listes dans SharePoint, mais j'ai choisi de l'héberger ailleurs pour plus de souplesse. Donc maintenant, je vais retourner dans Visual Studio. Donc c'est le moment, j'ouvre mon Visual Studio. Alors je vais peut-être, on reprendra la solution après. Je vais démarrer un nouveau projet. Pardon, c'est toujours compliqué au doigt. Voilà. Et j'ai un template, donc, et on l'a nativement dans Visual Studio, même version Community. Un template de complément SharePoint qui me permet de créer tout ce qu'il faut dès le départ pour
pour faire du développement spécifique sur SharePoint. Alors, qu'est-ce qui me fait ce template? De base, alors je vais fermer ce fichier là aussi, il va me créer 2 projets dans une solution. Un projet vraiment purement SharePoint qui représente mon application SharePoint, enfin mon complément SharePoint que je vais déployer dans mes sites, et mon application web qui va contenir mes développements spécifiques et qui va, elle, être déployée donc, sur mon portail Azure. Alors là, c'est le modèle SharePoint standard, hein. Donc on est on est full Microsoft avec du .NET, ASP, MVC, etc. Donc ça, on le choisit au départ. Ça pourrait être du Java, ça pourrait être n'importe quoi, du PHP, pourquoi pas. Ça, c'est libre. Ce qui est important, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là va décrire ce que je vais pouvoir proposer dans mon site grâce à mon application spécifique. Elle est relativement simple, cette partie-là, surtout au début. Après, on peut rajouter des choses dedans, hein. Et elle contient ce qu'on appelle un manifeste qui va me permettre de déclarer. Donc on a un petit assistant pour notre manifeste qui va me permettre de déclarer comment va fonctionner mon application, quel droit elle va avoir besoin d'avoir pour pouvoir fonctionner correctement, etc., etc. Alors, moi, dans mon exemple, l'idée, c'est qu'avec cette application, je vais mettre à disposition 2 ressources très simples. Une page web pour la création de sous-sites. Comme ça, je pourrais laisser avoir une interface pour mes utilisateurs pour qu'ils créent des sous-sites de façon automatique. Et une web part qui va me permettre de rajouter quelque part dans mon site, je choisirai où, je vous montrerai après comment ça marche, des informations issues de ma base de données. Alors, pour la première partie, je vais avoir besoin d'autorisation pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'on va venir ici dans mon manifeste, aller au niveau des autorisations, rajouter un certain nombre de choses. En l'occurrence, donc vous voyez, vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez, avec lesquels vous pouvez interagir. Par exemple, le moteur de recherche, SharePoint, le profil utilisateur, si vous développez des fonctionnalités sociales autour d'Elf en l'occurrence, etc., etc. Donc récupérer les photos des gens, leur ajouter des propriétés custom, je sais pas, vous faites une application RH, vous voulez stocker le solde de RTT, n'importe quoi, vous pouvez le faire comme ça. Nous, en l'occurrence, on a besoin d'agir sur notre collection de sites où va être déployée l'application. Et donc, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre du full control. Vous voyez, on a différents nombres de droits. Grosso modo, c'est à peu près tout ce que j'ai besoin à ce niveau-là. Et après, j'ai rajouté, donc ici, bon, je l'ai appelé Client FID enfin, fiche d'identité web part. J'ai rajouté une web part que je pourrais utiliser dans mon site. Pour faire ça, très simple, je vais vous montrer très vite, vous faites ajouter, vous allez chercher un nouvel élément, vous avez le template web part et puis ça vous crée, voilà, composant web part client et ça vous crée l'élément. Au niveau du web part, on va avoir une déclaration, je vais essayer d'avancer un peu plus vite, de l'élément derrière. Donc ça, c'est vraiment que du déclaratif. On n'a rien ici. Après, on a notre projet web, donc qui va contenir vraiment l'intelligence de ce qu'on va faire. Alors là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Dans ce projet web, vous allez retrouver, alors c'est du MVC, hein, donc je ne sais pas si vous avez tous, enfin si vous voyez comment ça fonctionne. Donc on retrouve vraiment une structure de projet MVC classique, sauf qu'on a quelques éléments en plus, notamment ce fameux filter ici. Donc un filter en MVC, c'est ce qui permet en fait de rajouter des actions qui vont être systématiques à l'arrivée d'une requête. Donc ici, on a en fonction de tags qu'on va utiliser au niveau de nos contrôleurs. Ici, on déclare en fait un filter, un action filter, qui va nous permettre de vérifier que mon utilisateur, il est bien authentifié sur SharePoint avant d'arriver sur mon application. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon application, je vais la déployer dans un site web sur Azure. Donc potentiellement, quelqu'un qui connaît l'URL de mon application, il peut y aller comme ça, et puis essayer de passer outre l'authentification, des choses comme ça. Donc ce filter va m'assurer que on a suffisamment de confiance au niveau de notre utilisateur pour le laisser passer.
Ensuite, très classiquement, bon, j'ai créé rapidement un petit modèle pour mon client avec quelques propriétés, très simple. Et puis, on va avoir des pages. Donc, au niveau de nos vues, vous avez, alors bon, j'ai pas été j'ai pas été chercher très compliqué. J'ai une vue ici qui me permet de créer, donc on retrouve ici les éléments pour créer un objet, le nom, la référence, le petit bouton qui va bien, etc. Et puis, donc ça c'est ma vue qui va me permettre dans ma page d'administration de créer un client. Et ma vue dans ma webpart qui alors, contient du code JavaScript standard application SharePoint. Et la grande richesse que j'y ai apportée, c'est que dans le body, j'ai mis un petit message fort sympathique. Un petit coucou. Voilà. C'est juste pour la démo. Oui, on pousse pas ça en production. Après, comment est-ce que je fais le lien, justement, entre ces vues, entre ces pages et mon application? Ça se passe ici. Donc, au niveau de mon manifeste, encore une fois, je suis peut-être passé vite tout à l'heure, oui. Je déclare une page de démarrage, en l'occurrence, ça va être ma page d'accueil, puis après j'ai la navigation dans mon application. Donc ça, c'est quand je vais vouloir atteindre mon application, on va voir tout à l'heure comment ça marche. Et au niveau de ma webpart, pareil, j'ai un fichier de configuration qui me permet de spécifier quelle est l'URL de ma page qui sera présentée dans ma webpart. Alors les webparts, il faut savoir qu'elles se présentent à l'intérieur d'iframe. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. OK. Donc évidemment, après, vous développez tout ce dont vous avez besoin dans votre application. Et vient le moment fatidique de cliquer sur le bouton démarrer. Ah mais pardon, je ne vous ai pas expliqué la partie database. Bon, on va revenir dessus après. La partie base de données. Oui, j'ai oublié. On va arrêter. Voilà. Je recommencerai après. Alors, pour la partie base de données, ça se passe directement dans l'application web. Donc là, classiquement, on va créer une dalle spécifique à DocumentDB qui va nous permettre de définir nos opérations en base de données. On va avoir besoin, par contre, d'un certain nombre d'informations pour se connecter à nos bases de données. Et donc tout ça, on va le gérer à travers les fichiers de configuration. Pas grand-chose de nouveau, si ce n'est... Voilà. Alors, par contre, juste pour spécifique pour nous développeurs, ce qui va nous aider à travailler et à aller vite dans ce genre de choses. Évidemment, si on doit tout le temps déployer vers Azure, ça prend un certain temps, etc. C'est un petit peu long. En plus, j'ai besoin d'un abonnement Azure, ça me coûte, etc. On a heureusement un outil qui s'appelle DocumentDB Emulator qui nous permet de garder en local. J'ai plus de Wi-Fi qui nous permet de garder en local une base de données et de développer et de débugger avec cette base de données. Donc ce petit outil se télécharge depuis le site de Microsoft. Ça nous rajoute cette petite icône en bas. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais donc on a une icône ici Azure Cosmos DB. Et ça va me permettre d'avoir accès à un émulateur qui va me permettre aussi, en plus, d'aller voir ce qui se passe au niveau de ma base de données et d'aller consulter la base de données, voire même de créer des éléments, de les supprimer, etc., etc. Comme on le fera en production. Alors, je vais prendre tous les risques, sauf si j'ai pas de Wi-Fi qui revient. C'est pas grave. Je vais supprimer ma codeur DB. Je sais pas si vous avez... Hop. C'est pas habituel, mais... Voilà, donc j'ai supprimé ma base de données. Et j'ai toujours pas de Wi-Fi. Ça commence à devenir inquiétant. Alors, on va lancer... parce que, alors, le problème par rapport à ce que j'énonce là, c'est que c'est bien, j'ai ma base de données qui est en local.
je débug, donc je vais héberger en local mon application web sur un 2IS aussi Express, hein. Mais je travaille avec du SharePoint Online. Et donc en fait, il va vouloir se connecter à SharePoint Online pour tout simplement déployer l'application si elle n'a pas été encore déployée sur mon site de développeur, hein, comme je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc là, comme j'ai pas de Wi-Fi, je ne peux pas faire ça, mais c'est pas grave, parce que j'ai un mode hors connexion. Ça nous permettra de voir le mode hors connexion. Donc je vais passer en mode hors connexion. Du coup, j'ai des erreurs de déploiement, parce qu'il n'a pas réussi à déployer l'application côté SharePoint. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer. Alors, il n'arrête pas de râler. Voilà. Mais pour autant, normalement... Ouais, non, il ne veut pas. Là. Donc, normalement, il lance l'application et vous pouvez la débugger. Bon, pour tout ce qui est hors SharePoint. Il va falloir attendre un petit peu que ça revienne. Alors, en attendant que ça revienne, est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a un client en ligne de commande? Oui. Oui, bien sûr. Pour tous les systèmes? Tous les OS? Oui, parce qu'il y a un shell, il y a du PowerShell bien sûr, mais tu peux te connecter. Le CLI, voilà, c'est ça. Oui. Tout à l'heure, tu proposais de sélectionner différents serveurs, la localisation de différents serveurs pour le stockage. Ouais. C'est quoi l'impact? L'impact sur Sur la confidentialité des données, sur... Ah bah, donc tu choisis tes zones géographiques. Donc évidemment, chaque zone géographique répond à des critères spécifiques en matière de sécurisation des données, etc. Europe, US, Chine, etc. Donc chaque zone dispose de son propre contrat de confidentialité. Hein. Alors, toujours pas de Wi-Fi. Ah, puis j'ai pas enregistré. Ah, attention. On va recommencer. Je suis connecté ou je suis pas connecté? Alors, il a l'impression d'être en déconnecté. Pour autant, on va voir déjà. Faire un petit test. Alors, normalement, ça devrait se faire tout seul. Mais là, je l'ai fait manuellement parce qu'on a eu un problème et du coup, il est en mode hors connexion. Donc, Visual Studio, ce qu'il va faire, la première fois que vous allez déployer l'application, donc, je ne vous ai pas montré, mais au niveau de Visual Studio, ici, au niveau de votre application, dans ses propriétés, on va renseigner l'URL de notre site de développement. Et donc, il va s'y connecter avec votre compte et donc voir si vous avez les droits, etc., etc. Et il va déployer dans l'application ici. Donc ça prend un certain temps. C'est pour ça aussi que j'avais fait avant. Le déploiement de l'application SharePoint prend quelques minutes. Tant que vous ne modifiez pas côté Visual Studio après dans vos développements, les fameux fichiers XML que je vous ai montré tout à l'heure, le manifeste, tout ce qui décrit l'application, il ne va pas la redéployer. Donc c'est du temps de gagner. Mais par contre, dès que vous modifiez l'application, il la republie à chaque fois. C'est normal. Notamment si vous modifiez les droits, etc. Et au moment où vous la déployez, il va vous demander, du coup, il va venir ici et en tant qu'utilisateur, enfin, en tant qu'administrateur du site, il va vous demander, est-ce que vous autorisez cette application à faire ce que vous avez décrit dans votre manifeste? Voilà, vous ne pouvez pas déployer une application SharePoint sur SharePoint si vous ne lui octroyez pas les droits qu'elle demande, finalement. Voilà. Donc ça, je l'avais fait et on se retrouve ici. Et donc après, quand je clique sur l'application, mais évidemment, je peux utiliser d'autres éléments pour naviguer vers mon application. Enfin voilà, c'est des liens. Hein. J'arrive sur la page de mon application. Donc
Alors, je vais le refaire pour... je suis désolé, ça va peut-être être rapide, mais essayez de voir ce qui se passe dans la barre de navigation. Ouais, dommage. Voilà. Donc, bon, ça allait très vite, mais en fait, on va vers une page de redirection dans SharePoint qui va se servir de toutes ces informations pour vous renvoyer après vers cette page-là. Donc ça, c'est contenu dans le manifeste. En l'occurrence, moi, je suis en localhost, donc je suis sur ma page ici. Je ne suis pas sur la page Azure tout à l'heure. Après, on a une logique au niveau du code qui va récupérer notre utilisateur. D'accord, donc ça se fait au niveau du contrôleur, en l'occurrence au niveau du home controller. Alors là, on n'y voit plus grand-chose. Vous avez ici, ouais, je suis désolé, on ne voit pas grand-chose, mais du code qui va récupérer dans le contexte SharePoint mon utilisateur. Et bon, là, on fait juste récupérer son nom, mais vous imaginez bien qu'on pourrait faire plein de choses en fonction du contexte utilisateur. Et donc là, ça me permet d'afficher mon nom. Hein. Encore une fois, si je suis pas passé par SharePoint avant, je ne peux pas arriver ici. J'ai pas les droits. Je suis pas, voilà. Je suis pas authentifié. Et donc dans cette page, dans cette application, donc on a une nouvelle page qui nous permet de créer un sous-site côté SharePoint. Donc voilà, on va prendre les super exemples que j'avais utilisés. Hop. Donc je clique là-dessus. Alors après c'est de l'asynchrone. Donc j'ai pas été très clean, j'ai pas mis d'animation, etc. Notre site a bien été créé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau code? Donc là, toujours dans mon contrôleur ici, vous avez... alors attendez, je vais voir si je peux pas faire un peu mieux quand même. Hop. Je pourrais enlever ça. Okay, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai cliqué sur le bouton? Je récupère l'élément avec les informations qui ont été remplies dans le formulaire. Et ici, première étape, je vais renseigner dans ma base de données DocumentDB, donc créer cet élément. Donc vous voyez, une commande, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Et ensuite, je vais côté SharePoint. Donc j'ai une logique SharePoint. En l'occurrence, là, c'est la création d'un site, d'un sous-site. Donc voilà comment ça se fait. On récupère, ça c'est systématique, on récupère le contexte. Et on va faire des actions. Là, c'est je décris la création de mon sous-site en fonction des éléments qui ont été saisis dans le formulaire, avec un modèle de site donné, un langage donné, etc., etc. Et je vais me placer dans mon site où se trouve l'application et j'exécute ma requête. Et derrière, si tout s'est bien passé, j'ai mon message de succès. Et je redirige vers la page d'accueil. Donc, on va aller voir si ça a vraiment marché. Parce que c'est bien beau de mettre des messages de succès. Mais voilà. Donc, je retourne sur mon site. Alors, pour l'instant, c'est mon site de développement. Hein. Et alors, pour ceux qui connaissent, ça va être limpide. Pour les autres, j'ai eu en fait dans SharePoint deux pages d'administration principale, Site Contents et Site Settings, qui me permet de voir un petit peu comment est organisé mon site et de le paramétrer. Donc là, c'est tout ce qui est paramètres, les langues, etc. Ici, c'est vraiment le contenu de mon site, donc les bibliothèques, etc. et les sous-sites qui le composent. Et donc, on a une page ici qui me dit, bon ben voilà, sur mon site, j'ai ces bibliothèques-là et j'ai ces sous-sites-là. Et miracle, on a bien notre sous-site qui a été créé. Alors, évidemment, là, je suis passé sur dans mon exemple, j'ai créé un site standard. Ce que j'ai fait, là, on aurait pu le faire juste en faisant Subsite et en remplissant le formulaire standard de SharePoint. Évidemment que l'idée derrière tout ça, c'est de rajouter d'autres interactions, de créer des éléments, des listes, des bibliothèques, des listes de contacts, voilà, des types de contenus, enfin, tous des éléments SharePoint spécifiques, propres à mon développement. Et donc vous voyez, hein, j'ai bien mon élément qui a été créé. Et dernier constat, vous avez vu tout à l'heure que j'ai été créé aussi des éléments en base de données. Donc je peux aller sur mon Cosmos DB Emulator. Juste un petit rafraîchissement. J'ai bien ma base de données qui est venue se provisionner elle-même. C'est-à-dire que dans mon code, hein, j'ai du code pour créer la base de données. Ma collection. Et dedans, je peux aller voir que j'ai un nouveau document qui contient les informations de mon client que j'ai créé.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?